Voilà comment on pourrait expliquer cette présence des cellules immunitaires et leur activation. C'est une surréaction, un peu comme une armée surréagirait à une petite révolte en développant trop de moyens et en dépassant finalement son but. Un peu comme dans l'allergie, qui est un autre état d'hyperréactivité qui n'a aucune logique du système immunitaire. Voilà. Mais pourquoi le système immunitaire choisit-il à un moment donné de réagir comme ça? Quels sont les facteurs qui sont en cause? Facteurs génétiques principalement. Principalement des facteurs génétiques. Il y a clairement une tendance génétique à faire du psoriasis. Il y a des gènes de susceptibilité du psoriasis qui ont été bien montrés dans les populations qui en ont. Des gènes de prédisposition à la fois qui gouvernent les cellules de l'immunité, qui gouvernent aussi les cellules de l'épiderme. Et on voit clairement que plus de 50% des gens qui ont du psoriasis ont des antécédents de pso dans la famille. Ce qu'on ne sait pas toujours d'ailleurs, parce que quand on pose la question aux gens, ils ne savent pas, on ne sait pas toujours si sa tante, son oncle a du psoriasis dans la tête ou sur le coude, ça n'est pas toujours très apparent. Donc clairement, une origine génétique à ce dysfonctionnement du système immunitaire, et puis ensuite ça va apparaître à un moment de la vie, et là c'est plus complexe de comprendre pourquoi ça apparaît des fois à 20, à 30, à 40 ou 50. On va dire qu'il y a un certain nombre de facteurs favorisants qui se mêlent à un moment donné dans la vie d'un patient qui est prédisposé pour créer la première plaque de psoriasis ou la première éruption, des facteurs qui peuvent être effectivement physiques, traumatiques, le stress aussi, hein, même si on est d'accord, Robert, hein, pas d'origine psychologique à cette maladie, mais ça peut être un facteur déclenchant ou favorisant. Et puis ensuite, va s'installer un cercle vicieux, comme je vous l'ai expliqué, puisqu'il y a ces cellules qui, en permanence, vont s'activer l'une l'autre en un jeu un peu infini d'activation réciproque, et qui va former cette plaque de psoriasis qui va avoir beaucoup de mal à s'en aller sans traitement. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes plus particulièrement vulnérables? Il y a des personnes qui cumulent un peu les facteurs favorisants de l'entretien ou des poussées. C'est vrai que si, à part la génétique, le surpoids, moi j'insisterai sur le surpoids, on a bien montré que les personnes, le psoriasis était davantage associé à la surcharge pondérale, voire à l'obésité. Ça, c'est bien vu dans les grandes études. Il y a quelques études qui ont montré même que la prise de poids pouvait précéder l'apparition de psoriasis, hein, que à capital génétique identique, à prédisposition génétique identique, les personnes qui prennent du poids et qui vont vers l'obésité ont davantage de risques de développer un psoriasis que les personnes qui restent à un poids normal. À l'inverse, maigrir a-t-il une action positive sur un le peu. psoriasis? Un peu. Un peu. Je dis un peu. Voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas dire à quelqu'un qui a une surcharge pondérale et du psoriasis, écoutez, la seule solution, c'est de perdre du poids. Il y a des études qui ont montré que ça avait une efficacité, mais elle est faible dans des prises de poids, on va dire, modérées, hein, si on joue sur entre 5 et 10 kilos à peu près d'un surpoids. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont une chirurgie bariatrique, donc qui ont développé des psoriasis vraiment sévères avec des grandes obésités, après une chirurgie bariatrique, et vous le savez, ça peut faire perdre énormément de poids, hein, on voit des variations de 50-60 kilos, on voit, il y a plusieurs papiers qui ont montré que ça les améliorait. Mais ça participe au meilleur contrôle de la maladie, c'est sûr, ça participe au meilleur maintien des traitements et à la réponse au traitement, mais bon, c'est pas la clé de tout. Alors, Je peux juste intervenir sur la perte de poids. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire que ça va améliorer, ni dans le cas du psoriasis, la teinte qu'on connaît par exemple, ni même de façon très évidente l'amélioration sur les symptômes articulaires. Mais en revanche, il y a une chose certaine, c'est qu'une perte de poids, même minime, dans une pathologie qui est associée à beaucoup de comorbidités, en particulier cardiovasculaire, diabète et autres anomalies associées au surpoids, le fait de perdre un peu de poids va permettre aux personnes éventuellement de repartir vers un peu plus d'activité physique et donc va contribuer de façon générale, même si c'est des pertes de poids minimes qui ne se traduisent pas par des choses très démonstratives sur le plan cutané et articulaire, vers quand même une amélioration de leur état de santé général. Et l'amélioration des comorbidités associées. voilà.
Et la survenue très tardive suite à une chimiothérapie. Survenue très tardive suite à une chimiothérapie, cas très individuel, on ne rencontre pas très souvent. Les psoriasis qui apparaissent vraiment chez les personnes âgées sont vraiment, à ma connaissance, rares. C'est possible. Je suis une personne rare. Voilà. Ça me rassure. Mais c'est vrai que j'ai vu tout âge de survenue. Hein. Vous savez, on en voit chez le nourrisson un petit peu. On en voit chez les enfants aussi. Et on peut en voir jusqu'à 90 ans. C'est possible de faire son premier psoriasis à 90 ans. Non, mais je vous posais la question sur le... Il y a une dame là, et puis qui a le micro, on vous le passera après. Moi, je suis une personne âgée et j'ai commencé à réaliser que les gens n'entendent pas. Non, on vous entend pas. On vous entend pas. Il y a des... Oui, j'ai commencé à réaliser que c'était très tardivement. Alors qu'avant, je croyais que c'était des petites plaques d'eczéma ou que je m'étais griffée, que j'avais fait une excoriation. Enfin, j'avais traité ça par-dessus la jambe un peu. Et puis c'est à force que c'est revenu plus fort et que j'ai vu que c'était très difficile à guérir parce que les plaques poudreuses blanches, il faut parfois des mois et des mois pour que ça s'en aille. Même dans la baignoire, pour dire d'essayer que ça tombe sans gratter trop, c'est très très long avant que la peau se refasse. Alors, j'ai justement... 83 ans et j'ai un psoriasis tardif, mais qui montrait des tout petits signes, certainement beaucoup plus tôt, sur lesquels on était passé à côté. Est-ce qu'on peut en guérir, justement, comme le dit la dame? Alors, en guérir actuellement, non. Aucun traitement qui existe n'assure la guérison définitive de cette maladie. On a des traitements qui sont de mieux en mieux, notamment dans le domaine des biothérapies. On va avoir bientôt des nouveaux traitements de biothérapie dirigés contre certaines cytokines qui montrent une réponse très longue, même après arrêt du traitement. Donc vraiment on avance là-dessus. Et ces nouveaux traitements sont intéressants parce que dans les études qui ont été faites tout à fait récemment, on voit qu'on traite les gens 3 mois et on les observe 1 an après. Il y en a encore 50% qui avaient très très bien répondu au traitement et qui étaient blanchis, hein, vous connaissez ce terme, hein, un terme un peu médical pour dire que la peau est normalisée, et bien encore 50% qui restent indemnes de toute psoriasis. Donc il y a des traitements qui sont quand même innovants et peut-être plus ciblés sur vraiment les clés de ce qui se passe dans la peau psoriasique. Mais bon, ça c'est un message un peu d'avenir. On va dire qu'actuellement, dans les traitements que nous possédons, nous savons que contrer la maladie, normaliser la peau avec un traitement ou un autre, hein, ça dépend de la sévérité, mais pas guérir définitivement la maladie. Je dirais que à peu près tous les patients rechutent après qu'on ait arrêté les traitements si on les arrête. Alors justement, quels sont les objectifs de ces traitements? Quels objectifs? On ne se fixe pas la guérison, mais quel est l'objectif qu'on se fixe? L'objectif qu'on peut se fixer raisonnablement avec les traitements dont nous disposons et qui sont quand même très efficaces, c'est quand même la normalisation, quasi-normalisation de l'état cutané. On peut y arriver. Je dirais que surtout, les psoriasis qu'on arrive le plus facilement à améliorer sont les psoriasis modérés à sévères auxquels on prescrit des traitements dits systémiques. Donc, traitements autres que crème et pommade, des traitements, vous savez, en injectable ou par voie orale, qui sont des traitements immunomodulateurs qui vont agir sur l'immunité. Là, avec les traitements actuels, on arrive à une normalisation de l'état cutané dans un grand nombre de cas. Là où on n'a pas été les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas été très innovants et on n'est pas très bon, c'est dans les psaux légers et tout ce qui est topique, crème et pommade. Autant on a plein de nouvelles molécules dans les traitements systémiques, autant dans les psoriasis légers qu'on ne va pas tous mettre sous traitement un peu plus lourd, on n'a pas du tout avancé dans les molécules et on a du mal encore à traiter des psoriasis légers du cou de genou, des psoriasis du cuir chevelu par exemple.
et des localisations qui ne sont pas très étendues, mais qui sont très gênantes, du type psoriasis plantaire, psoriasis génitale, etc. Est-ce que ça pose pas un peu les mêmes problèmes, justement, ces petites localisations? Pour moi, ces localisations-là sont des psoriasis sévères. Donc je les traite comme des psoriasis sévères. C'est-à-dire que psoriasis sévère, bon, un peu, dans notre vision de dermatologue, un psoriasis modéré à sévère, c'est un psoriasis qui est étendu en plaques, mais dans des localisations spécifiques, qui ne sont pas vraiment gênantes dans la vie quotidienne, le visage, le cuir chevelu, les parties génitales, les paumes et les plantes. Certains disent les ongles, c'est peut-être vrai, un peu moins à mon avis. Là, c'est un psoriasis modéré à sévère d'emblée, même s'il est peu étendu, parce que le retentissement sur la qualité de vie est énorme. Hein. On voit des psoriasis palmoplantaires, notamment épais, mais les gens ne peuvent plus rien faire de leur vie. Par rapport au travail, dans la vie sociale, il faut absolument traiter ces psoriasis-là autrement que par des topiques, parce que ça ne marche pas assez bien. Alors, justement, est-ce que les psoriasis se ressemblent? Je crois que là, on peut dire que non, nos psoriasis ne se ressemblent pas. Hein, on se réunit assez souvent pour s'en rendre compte, même si on ne passe pas notre temps à se regarder, hein, quand même. Mais justement, les traitements, eux, est-ce qu'ils ciblent plus particulièrement tel ou tel type de psoriasis? Et en fonction de quoi vous les choisissez? C'est toute une science très complexe. Hein. Moi qui fais depuis 12 ans, j'ai fait une consultation pso à l'hôpital Saint-Louis, je suis chef de service à Pontoise où j'en vois également pas mal, je ne m'ennuie pas. À chaque consultation pso, je ne m'ennuie pas. C'est toujours nouveau. Hein. Alors que bon, on peut se dire, plusieurs centaines, milliers de patients, je pourrais trouver qu'il y a une redondance. Non, c'est toujours nouveau parce qu'il y a tellement de spécificités qui sont liées à l'âge, au sexe, souhait de procréation ou non, l'étendue, la sévérité objective, la sévérité ressentie par le patient, le discours du patient, son histoire de psoriasis, ce qu'il veut en premier lieu traiter, son objectif de traitement, ce qu'il a déjà eu, ce qu'il ne va pas tolérer, s'il est gros, s'il est maigre. Il y a, quand j'ai à décider d'un traitement pour un premier patient, j'ai à peu près 30 paramètres à rentrer dans mon petit cerveau en me disant, bon, alors, en fonction de ça et ça et ça, il y a un organigramme qui se fait, c'est plutôt tel traitement pour lui, plutôt que tel traitement, c'est ça que je vais lui proposer. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, finalement. Si. En fait, il y a autant de traitements que de psoriasis. Voilà. J'aurais une question par rapport à ça. L'OMS, par exemple. Il y a une dame qui attend. Oui. Je me permets juste de revenir sur le côté génétique. Vous dites bien qu'il y a une partie génétique dans le psoriasis. Si je relève ça, c'est que je suis psoriasique, ma grand-mère l'était, j'ai une de mes tantes, donc du côté de ma mère, qui est psoriasique, et ma maman, depuis quelques mois, a des problèmes de peau. Elle ne voit que son médecin traitant, donc je lui ai absolument dit à ma maman, la prochaine visite, tu parles de psoriasis, tu signales qui en a, et son médecin traitant lui a répondu, mais vous savez, le psoriasis, c'est pas forcément génétique. Donc, il y a un léger problème là vis-à-vis de certains médecins, je pense aussi, où l'information ne passe pas toujours bien. Donc comment faire? Votre question, c'est est-ce que tous les psoriasis sont génétiques, c'est-à-dire avec une prédisposition génétique? Bon, moi je le pense, mais on n'a pas... Il y a des patients, effectivement, qui n'ont pas d'hérédité dans leur connu, mais connu. Hein. Moi j'ai découvert... Je suis quand même spécialiste du pso, j'ai découvert tout dernièrement que mon oncle avait du pso, et un rhume-pso. Il ne m'avait pas dit. Bon, voilà, j'ai découvert ça. J'ai découvert que ma mère en avait tout dernièrement. Elle m'a dit, oui, j'en ai fait dans ma jeunesse. Bon, donc, on ne peut pas toujours savoir. Et puis, tous les gènes de prédisposition ne sont pas connus. Si vous faites des études génétiques, avec les gènes qui sont connus comme étant de prédisposition, et que vous testez des gens à la volée, vous n'allez pas tous les retrouver. Mais il y a un rapport bénéfice-risque. Oui, je comprends. Parce que j'ai pas du tout, moi, personnellement, une peau à risque, étant brune,
le soleil, je connais, j'ai jamais eu de difficulté d'aucune sorte à ce niveau-là, quoi. Maintenant. Statistiquement, on peut dire non. Individuellement, vous savez, c'est toujours compliqué. Surtout quand ça tombe sur soi. Chloé, tu as toujours une question à poser? Oui. Moi, je souffre du pso depuis bientôt 20 ans. Et pso. Oui, voilà, j'aime bien dire ce mot parce que c'est plus court, c'est plus facile aussi. J'ai le pso cutané et j'ai le pso également dans les articulations. Et donc, je suis également sous Stellara, comme la dame. Mais moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis sous Stellara. Mais avant d'arriver avec Stellara, j'étais en ce qu'on appelle à l'époque en errance thérapeutique. Ça veut dire que je ne répondais à aucun traitement qui existait sur le marché à l'époque. Et donc, l'époque que j'ai vécue, c'était l'enfer. Je n'avais aucun traitement qui fonctionnait et c'était horrible. Et pour moi, ça m'a bien traumatisée. Et donc, même aujourd'hui, je suis sous contrôle. Je suis toujours traumatisée dans le sens où j'ai toujours la question qui plane. Demain, si Stellara ne fonctionne plus, ou on va me dire qu'il faut arrêter le Stellara parce qu'il y a des effets secondaires énormes, parce que ça m'est déjà arrivé avec le traitement. Demain, qu'est-ce que je vais avoir comme traitement si le Stellara ne répond plus demain? Et comme vous y avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué les nouveaux traitements qui vont arriver. Voilà, ça, quelque part, ça me rassurerait. Mais est-ce que ça marcherait sur moi? Parce que, voilà, j'ai... Très certainement. Ouais. Moi, je peux vous rassurer sur une chose, c'est que je crois qu'actuellement, si vous regardez un peu toutes les maladies inflammatoires, et dans le réseau dont je m'occupe, on prend en charge plusieurs types de maladies, il vaut mieux avoir un pso qu'une maladie de Verneuil, par exemple, où on est, voilà, il vaut mieux avoir un pso qu'un vitiligo sévère, parce que c'est, même si ça n'a pas tout à fait le même impact, on a quand même une panoplie de traitements dans cette maladie qui est très intéressante. Il y a le Stellara, et avec un bon maintien thérapeutique, hein, probablement, vous savez qu'un traitement qui marche depuis 12 ans, il est probable qu'il va marcher encore de nombreuses années. Et puis il y a d'autres traitements qui ont été mis sur le marché il y a 1 an, qui marchent dans le psoriasis irrupso, hein, et on a de nouvelles molécules. Donc là, vraiment garder espoir. Hein. Ça tiendra jusqu'à... Oui, mais par exemple, le Stellara, est-ce que vous pensez que c'est comme ça fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est un médicament que je pourrais garder à vie? Je ne sais pas. C'est probable. Je ne peux pas vous l'assurer, mais c'est probable. Je crois que quand les gens échappent à un traitement, le plus souvent, hein, on le sait dans les 2 premières années. Merci Chloé pour ton témoignage. En tout cas, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des psoriasis moins sévères que ceux-là, qui ne sont pas forcément sous biothérapie. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pourriez donner en dehors du traitement? Est-ce que vous donnez des conseils? Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Donc, moi, ce n'est pas très sévère, et je suis sous Soriatam depuis 1 mois et demi, et ça empire là. C'est-à-dire, j'en avais juste sur les côtés des mollets et au coude, et maintenant j'en ai sous les pieds, j'en ai sur les jambes, j'en ai partout, j'ai le visage en feu, voilà, donc je suis un petit peu inquiète. J'ai été mise sous Soriatam 25 directement, et augmenté il y a 3 semaines de 10. Moi, il me semble, en tant que patiente, je suis inquiète. Parce que là, on ne peut pas faire des consultations individuelles. Hein. Mais en tant que patiente, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos traitements, on procède beaucoup par essai-erreur. Je ne sais pas si je le dis comme les scientifiques le disent, c'est-à-dire qu'on essaie un traitement, il marche pendant un certain temps, quelquefois il ne marche pas, mais il faut toujours retourner le dire à son dermatologue, parce que pour lui, ce sera une indication pour qu'il vous propose autre chose. Voilà. Par exemple, je suis retournée le voir, vous voyez, il a augmenté la dose. Bon, alors là, c'est votre... C'est-à-dire que vous êtes encore, c'est peut-être un peu tôt. Je pense que ce qu'il se dit, c'était un peu tôt pour constater l'efficacité ou non de la molécule. Le Soriatam n'est pas un traitement qui agit très rapidement. Ça met effectivement des fois 2-3 mois, et il faut qu'on adapte la dose dans les 2-3 premiers mois. C'est probablement ce que pense votre dermatologue, mais voilà. Je vais voir avec lui. Merci. Après, il y a d'autres choses. Bonjour. Je voudrais prendre la parole quelques instants. Je sais bien que
Il ne faut pas monopoliser la parole. C'est un petit moment que j'attends. Donc j'ai 70 ans. J'ai du psoriasis depuis l'âge de 14 ans. Psoriasis cutanée. Le psoriasis rhumatismal a été très difficile à diagnostiquer. Enfin, maintenant, je sais que j'en ai depuis grosso modo 4-5 ans. Ceci étant, j'ai eu un traitement de méthotrexate en 2015. Ça s'est très mal passé parce que, parallèlement à tout ça, je suis asthmatique et le traitement de méthotrexate a déclenché des violentes crises d'asthme. Donc, stop pour le méthotrexate. Ensuite, l'année dernière, je suis traité depuis cette année par l'hôpital Bégin. Par l'hôpital Bégin, je suis traité depuis cette année par l'hôpital Bégin. Et j'ai eu Otezla par cachet, comme méthotrexate, et il s'en est suivi 6 par jour. Donc absolument impossible de continuer. Et le dermatologue de l'hôpital Bégin m'a transmis, si je peux l'exprimer ainsi, vers un rhumatologue qui, lui, très officiellement, m'a annoncé que j'avais, parce qu'avant c'était pas officiel, que j'avais bien du rhumatisme, du psoriasis rhumatismal. Et le 2 octobre de cette année a commencé une biothérapie avec du Remsima. Donc, c'est vrai qu'avant d'en arriver à la biothérapie, j'avais une certaine inquiétude, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que là, logiquement, je devais avoir une injection la semaine dernière, et je n'ai pas pu avoir cette injection parce que j'ai déclenché une infection pulmonaire. Donc, la 3e injection est prévue pour lundi. Donc, c'est du Remsima, ça dure 2 heures. Enfin, je vous explique pas parce que vous connaissez très bien le processus. Moi, ma question, après mon développement, la question, elle est la suivante. On peut faire une intervention avec ce genre de médicaments pendant combien de temps? Est-ce que ça dure toute la vie? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des périodes d'arrêt, recommencer après ou non? Je voudrais vous dire aussi que depuis que j'ai commencé le 2 octobre, je suis extrêmement fatigué. Bien que j'ai 70 ans, j'ai un grand intérêt pour la randonnée pédestre et je continue la randonnée pédestre, je continue aussi la natation. Et tout ce que je le fais vraiment à la volonté et puis revolonté et encore volonté. Donc je me pose des questions à ce sujet-là. Une biothérapie, ça peut durer combien de temps? Et les effets secondaires que je viens d'évoquer, est-ce que c'est vraiment dû à la biothérapie que j'ai commencé le 2 octobre? Moi j'ai tendance à penser que oui. J'en ai parlé à mon médecin qui m'a dit, écoutez, mon médecin traitant, vers qui j'ai toute confiance, il me soigne depuis 1981, il dit, écoutez, à l'hôpital, est-ce que vous pourriez demander la posologie de ces médicaments-là? Parce que c'est vrai que le médecin traitant, j'ai rien contre, mais ils sont un petit peu désarmés pour vous répondre. Donc voilà quel était tout le sens de ma question. Alors, pour vous répondre au mieux, je dirais que quand on commence une biothérapie telle que le Remsima, généralement c'est pour la poursuivre, si efficacité, longtemps. C'est-à-dire longtemps. Un certain temps. Vous voulez parler des états nocturnales? Je veux parler de longtemps, ouais. Et je pense que vraiment, qu'est-ce que ça est d'accord avec moi, quand on commence un anti-TNF intraveineux en hospitalier, c'est pour le poursuivre. Et en plus, celui-là, on ne peut pas facilement l'arrêter. C'est-à-dire que si on l'arrête généralement pour le relayer par un autre produit, mais on ne peut pas faire des périodes on-off, on sait qu'on perd beaucoup en efficacité. C'est-à-dire que, par exemple, faire une pause de 6 mois avec du Remsima et le reprendre, on ne fait pas ça, pour des raisons moléculaires, pour des raisons d'anticorps anti-médicaments. Par exemple, si je le faisais, qu'est-ce que je risquais? Si vous le... Si je décidais un arrêt. Ah, Vous risquez que ça ne refonctionne pas du tout par la suite. Vous avez le micro, monsieur? Oui, je vais vous redonner. Oui. Non, voilà, il y a certains médicaments qu'on peut, si vous voulez, dans la panoplie des médicaments, il y en a qu'on peut
on peut faire des pauses thérapeutiques et que le traitement va refonctionner ensuite s'il y a rechute de la même façon, avec la même efficacité. Il y en a d'autres avec lesquels on ne peut pas faire ça. Donc ça veut dire que telle est ma proposition, telle est ma situation. Si le médicament vous améliore bien, mais ça, je réponds un peu comme madame, c'est-à-dire qu'un mois et demi, c'est une période d'observation qui est insuffisante. Hein. Voilà, je ne sais pas, peut-être vous auriez fait aussi une infection pulmonaire, même sans médicaments, individuellement, c'est difficile à dire. Moi, je pense qu'il faut le poursuivre, et puis après, vous verrez bien. S'il est efficace. Vous n'êtes pas en mesure aujourd'hui même de me dire combien de temps? Attendez, je sors ma boule de cristal et. Non, j'en sais rien. C'est vrai que ce que je dis. Mon inquiétude, je pense que le docteur l'a compris, c'est les effets secondaires qui peuvent éventuellement arriver. Moi, j'ai tendance, j'en ai parlé à mon médecin, il n'a pas su me dire oui, il n'a pas su me dire non. Donc, mettez-vous à ma place. Je suis en droit de penser aux effets secondaires. Hein. Oui. Moi, mon médecin, je l'ai vu, je revois le médecin rhumatologue lundi, c'est-à-dire dans 48 heures. Le médecin qui m'a soigné m'a... Attendez, monsieur, s'il y a des effets secondaires, le médecin, il va pas poursuivre là-dedans. Hein. Il y a toujours un... je voulais vous l'entendre dire, merci. C'est-à-dire que quelqu'un fait une infection pulmonaire, bon, et puis il en fait une seconde sous Remsima, non, on choisit un autre traitement. Bien sûr, on ne va pas vous laisser avec des effets secondaires. Mais ça fait partie de nos inquiétudes, ça. Quand on prend des antibiotiques, on nous dit c'est 7 jours, bon voilà, c'est marqué sur la boîte même. Alors que quand on prend un traitement concernant le psoriasis, en fait, on ne sait pas pour combien de temps. C'est ça la conclusion. Oui, c'est ça, c'est quand même inquiétant quelque part. Vous voulez dire le psoriasis, comme le rhumatisme psoriasique, les deux sont des maladies chroniques. C'est difficile à entendre, mais ce sont des maladies chroniques. Et donc, par conséquent, quand on annonce à quelqu'un qu'il a une hypertension, par exemple, eh bien, on n'est pas amené à arrêter le traitement d'hypertension, sauf s'il y a un effet indésirable. C'est la même chose avec le psoriasis et le rhume. C'est-à-dire que si jamais il y a des effets indésirables que le médecin considère comme trop désagréables et que la balance des bénéfices-risques, comme je l'ai entendu sur ma gauche, est mise en déséquilibre de façon trop prononcée sur les inconvénients, il est fort logique dans ces cas-là d'arrêter et d'essayer de trouver une autre molécule. Vous passez le micro les uns les autres. Il y en a deux qui sont... Je voulais moi répondre directement au monsieur par expérience en fait. Moi je suis sous Remicade depuis 3 ans et je pense que, si j'ai compris, votre questionnement c'est par rapport aux effets secondaires, bien sûr par rapport aux problèmes pulmonaires, mais c'est aussi par rapport à votre grande fatigue, si j'ai bien compris. Et ça ne va pas en s'améliorant ça. Ça, je suis désolée de vous dire. Ça fait partie des choses que... Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je suis obligée de vivre avec et c'est de pire en pire. Message un peu négatif, hein, c'est pas comme ça chez tout le monde. L'enjeu d'abord. C'est surtout la réalité des choses. Oui, pour vous, madame, mais voilà. C'est le problème, toute expérience personnelle n'est pas extrapolable à un autre. C'est tout ce problème, un peu, vous savez, des discussions dans les forums où les patients échangent leur expérience sur des traitements. C'est-à-dire que, à votre niveau, vous n'avez que votre expérience. À notre niveau, qui voyons 100 patients sous Remicade, on voit un petit peu mieux se dégager la fréquence de tel ou tel événement. Et bien heureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'asthénie de fatigue avec ce médicament et qui le tolèrent très bien. J'espère que ce sera le cas de monsieur. Ce que je voulais dire d'abord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent les médicaments. On lui dit on va vous donner un tel traitement. Moi je dis ça sur le forum, etc. Et un jour j'ai entendu un monsieur qui m'expliquait que quand on est dans sa voiture, sur la route, et on aperçoit très loin un gros nuage noir, donc qu'est-ce qu'on fait de ces éclairs? On marche. Et en fait, quand on arrive, le nuage il est parti.
Ça veut dire qu'il faut faire confiance à son médecin. Il ne faut pas appréhender quelque chose à l'avance. Ça ne sert à rien. Et bon, ça, c'est une réflexion que je fais. Mais la question que je me pose, c'est quelle est l'incidence de ces traitements sur le foie, en fait? Bien sûr, il y a des problèmes avec le foie. Pourquoi? Alors, on ne peut pas dire les traitements, puisqu'en fait, il y en a 10-12 de différents. Il y en a qui ont une incidence sur le foie. Le méthotrexate, éventuellement, peut en avoir une. Les autres, globalement, non. Aucune. D'ailleurs, j'ai même fait une analyse des gens qui avaient une biothérapie et une cirrhose. On a colligé les cas dans Réseau 25 patients, aucune incidence sur le foie, sur la cirrhose de ces traitements-là. Donc il y en a qui n'ont aucune incidence là-dessus. Chaque molécule, vous savez, a son profil de tolérance un peu particulier. Et c'est notre rôle en tant que dermatologue de bien connaître ces profils de tolérance et de savoir conseiller la bonne molécule au bon patient et puis gérer ces effets secondaires éventuels, les prévenir au mieux, les dépister, les surveiller, les prendre en charge. Comment on reconnaît les résipelles, comment on différencie les résipelles du psoriasis? Très facilement. Ah bon? C'est-à-dire? Je ne vais pas développer ça parce que vraiment ça s'éloigne de la question. Ah non, parce que je vous répondrai après, madame. Parce que j'ai les deux. Je vous répondrai après. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ne se reconnaissent pas dans ces traitements lourds. Excusez-moi, mais déjà. On vous donnera la parole tout de suite. Parce qu'il y a certainement qui ne se reconnaissent pas forcément dans ces traitements lourds, pour lesquels les topiques conviennent très bien. Et justement, est-ce qu'il y a une place pour les traitements alternatifs? Il faut poser la question. C'est vrai que on nous propose ça aussi. Oui, parce qu'on nous en propose beaucoup. J'ai pas parlé de traitement. Les amis proposent toujours d'aller voir des magnétiseurs. Moi, je mise le magnétiseur comme ça. Oui, mais il y a des traitements alternatifs qui sont, je pense à l'homéopathie, je pense à l'acupuncture, je pense aussi donc à des choses qui ont pignon sur rue, si vous voulez, alors que le magnétiseur, on sait que bon, c'est tout autre chose, on va dire. Et je ne parle pas non plus des traitements miracles. Oui. Mais les magnétiseurs, ils sont reconnus par l'Institut Curie. Pas tous, mais certains. On a le droit à un joker dans cette... Oui, Écoute, moi ce que je dis aux patients, je dis bon, écoutez, moi c'est pas du tout mon opinion, je ne crois pas en la Vierge Marie, mais je n'interdis à personne d'y croire. Voilà, moi je n'y crois pas. D'accord. Attends, Sophie, il y a un monsieur là qui a quelque chose. Oui. Pour revenir au sujet précédent, on ne commence pas par le méthotrexate dans les traitements, quelquefois on va directement aux anti-TNF. Non, on commence généralement. De toute façon, vous savez, ces produits sont très chers. Les biothérapies, c'est à peu près 10-12 000 euros par patient et par an. Donc ce sont des traitements qu'on ne peut nous prescrire qu'après échec ou contre-indication à deux traitements plus habituels du psoriasis. Et ceux qu'on a cités, c'est les UV, c'est le soriatane, c'est le méthotrexate. De toute façon, nous ne pouvons pas le faire directement. Il faut en passer par les traitements les plus simples. Et ça a tout à fait sa logique. Ce n'est pas qu'une logique d'économie de santé. Le méthotrexate est un merveilleux médicament du psoriasis cutané. Et en plus, il a l'avantage, c'est qu'il coûte 3 francs 6 sous. Résultat, 50-60% de très bonne amélioration. Ce qui n'est pas total. Juste une question sur les cures thermales. Quelle est votre opinion sur les cures thermales, l'efficacité des cures thermales? Deuxième joker ou pas? Bon, ça fait du bien, oui. Je passe en avant un monsieur pour une dernière question. Oui. C'était la même. Non, mais je pense que ça fait du bien. Voilà, c'est très, très temporaire. S'occuper de soi pendant 3 semaines. Oui. Voilà. Alors, le psoriasis est une maladie exclusivement cutanée. C'était la dernière question que je voulais vous poser.
Ça me permet de faire une transition. Et voilà. Non. Il y a du rhumatisme psoriasique chez 15% des patients qu'on voit avec un psoriasis cutané. En tant que dermatologue, moi je suis toujours soucieux de reposer justement des questions sur les articulations à mes patients qui n'ont que du psocutané, parce que ça peut apparaître bien après le diagnostic de psoriasis cutané, se développer comme certains l'ont dit là. Donc voilà. Merci. Merci Edouard. Merci. Je voudrais donc remercier Robert de m'avoir invité à venir ici lors de cette journée mondiale pour parler donc de rhumatisme psoriasique et puis d'un sujet qui est un peu plus délicat à aborder. J'espère que je ne vexerai ou que je ne choquerai personne avec quelques diapositives qui sont peut-être un petit peu humoristiques sur un sujet un peu difficile, mais bon, on a eu à l'expérience très récemment à Orléans d'une réunion où on a fait intervenir des acteurs autour d'une pièce et voir comment on pouvait lutter contre sa maladie en se l'appropriant et puis également en étant capable parfois le rire est parfois une bonne solution pour essayer de lutter contre certains mauvais aspects de la maladie. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles, et on a évoqué là ensemble toute la difficulté qu'on a à soigner la maladie, à la fois sur le plan cutané et sur le plan articulaire. Et les bonnes nouvelles, c'est que vous voyez, les médecins ont compris quand même depuis pas mal de temps qu'il est essentiel que le patient soit au cœur de la décision thérapeutique. Ça veut dire qu'on va parler avec son patient, que normalement on va lui dire quels sont, par exemple, le monsieur qui nous dit, voilà, est-ce que j'ai peur d'avoir des effets indésirables qui vont durer sur le long cours. Théoriquement, quand on annonce au patient d'abord qu'il a un psoriasis ou un rhumatisme psoriasique, on va lui annoncer qu'il a une maladie chronique et que donc les traitements vont être forcément des traitements prolongés. Et en fait, que ces traitements prolongés, ils vont l'être d'autant que les traitements vont être efficaces et bien tolérés. Donc il y a des traitements qui peuvent être donnés. Moi j'ai des patients qui sont sous Remicade. Remsima c'est l'équivalent, c'est un biosimilaire de Remicade. J'ai des patients qui ont ces traitements-là depuis plus de 10 ans. Donc la décision, elle est partagée théoriquement, et vous savez que même les recommandations donc, dans le domaine du rhumatisme psoriasique, alors je vais dire rhumso, parce que moi aussi je trouve ça beaucoup plus pratique. Et dans le rhumso, vous voyez que c'est les recommandations européennes de prise en charge qui nous disent, c'est écrit en anglais, qu'effectivement il faut partager la décision avec le patient en considérant l'efficacité, la sécurité d'utilisation du médicament en question, mais aussi les coûts. Et puis l'autre aspect, je crois que c'est Robert qui a posé la question, c'est quoi l'objectif? Alors l'objectif, on a vu, on ne sait pas guérir. De temps en temps, on sait mettre en rémission quand même la maladie dans certains rhumatismes. Dans le rhumso, on essaye, il y a une perspective thérapeutique qu'on appelle le traitement vers la cible. Eh bien, on essaye d'y aller, et si on n'arrive pas à la cible, qui serait de faire en sorte que les gens n'aient plus du tout de douleur, par exemple, ou plus du tout de fatigue, on essaye en tout cas de les amener vers un état de plus petite comment on va dire ça, d'état où la maladie serait considérée par le patient comme étant la moins forte possible. D'accord ? Alors cette décision partagée, elle est semi-récente et elle est liée à beaucoup de progrès sur le fait que les médecins n'ordonnent plus. Quand on fait une ordonnance, en fait, certes on écrit une ordonnance, mais en fait
on n'oblige plus les patients à faire ce qui est marqué sur l'ordonnance. Il y a une désacralisation de la connaissance médicale au travers de dictionnaires, d'émissions, de revues que vous connaissez bien, et puis un certain nombre de transferts de pouvoir qui font que le patient a plus d'importance, y compris avec toutes les lois nouvelles sur l'éducation thérapeutique, sur le fait qu'on a maintenant des dossiers médicaux personnels, et que même dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des procès médicaux. Les hôpitaux, moi je suis médecin hospitalier, dans les hôpitaux, la médecine, je pense, s'est beaucoup humanisée. On n'a plus ces vastes salles où il y avait 20-30 patients qui étaient mis ensemble dans la même salle. Dans la plupart des hôpitaux, maintenant, on a des chambres à 1 ou 2 lits maximum. Et puis peut-être que la féminisation, voilà, le corps féminin n'est pas représenté dans la gente médicale aujourd'hui, mais on a des collègues et on peut penser que ça participe aussi à cette humanisation des médecins dans les hôpitaux. Et puis le gros développement vraiment bénéfique qu'on a vu, nous, dans les 15-20 dernières années, c'est d'une part les associations de patients, et au passage je souligne la vôtre que je trouve très performante, qui fait bien le job, qui fait le lien avec les médecins, qui est capable de porter la nouvelle et au-delà même des patients, au-delà auprès du grand public. Je trouve que c'est très important. Et puis il y a également, bien sûr, l'éducation du patient dont je vais reparler, parce qu'elle est vraiment, cette éducation du patient, pour nous, très importante. Et vous voyez pourquoi, quand on est capable d'impliquer le patient dans sa prise en charge, et qu'on lui fait décider les grands choix thérapeutiques, les grandes orientations, eh bien tout ça, on sait que ça conduit après à ce que le patient prenne plus longtemps son traitement, s'il en a été convaincu dès le départ en dialoguant avec son médecin, et on sait que les gens qui ont la meilleure, ce qu'on appelle adhésion au traitement, adhésion, ça veut dire à la fois qu'on va prendre correctement le traitement comme le médecin l'a indiqué, mais aussi pendant la durée la plus longue possible. Eh bien, on sait que ça, une meilleure adhésion, ça aboutit finalement à un meilleur pronostic. Je pense que c'est vrai dans le rhumatisme psoriasique. Dans le psoriasis, je pense que je n'ai pas les datas pour vous l'affirmer, mais mon collègue opine de la tête, et donc je suppose que c'est vrai également. Donc du coup, c'est vraiment très important, et l'association est là pour vous aider à comprendre votre maladie. On l'a vu, c'est une phase vraiment importante. Comprendre la maladie, c'est aussi comprendre les traitements. Et donc, il y a un temps de dialogue avec le médecin qui souvent n'est pas assez long, mais qui est très important pour pouvoir appréhender cette chose-là. Alors, c'est pour ça que nous, comme des fois les médecins n'ont pas assez de temps pour parler de tous ces aspects, et en particulier d'éducation thérapeutique, eh bien, on a mis en place un système avec des infirmières qui, je crois, sont les mieux placées pour faire ce lien entre les patients et les médecins pour essayer de mettre en place ces systèmes qui permettent aux patients une écoute plus importante que celle que les médecins peuvent apporter. Autre bonne nouvelle, on sait qui il faut traiter normalement dans le rhumatisme psoriagique. J'ai entendu notre patient qui nous disait on a mis du temps à pouvoir faire le diagnostic de ma maladie, le rhumatisme psoriasique. Vous voyez que théoriquement, les médecins ont des arguments, ils ont des critères qui leur permettent, ces critères, d'une part de pouvoir, on a parlé de globalisation des traitements et de stratégie. C'est vrai que dans les études, c'est important que, par exemple, quand on rentre des patients dans les études et qu'on va les soigner pour le rhumatisme psoriasique, souvent il faut que ces patients répondent à ces critères. Après, les critères, des fois, qui sont utilisés ne sont pas forcément des critères diagnostiques. Ils servent des fois à rassembler un même phénotype. On a dit que le psoriasis avait plusieurs aspects cutanés. Eh bien, dans le rhumatisme psoriasique, il peut y avoir plusieurs types d'atteintes. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas de ça que je suis venu spécifiquement vous parler aujourd'hui. Mais il y a des gens qui, dans le rhumatisme psoriasique, ont par exemple ce qu'on appelle des dactylites, c'est-à-dire des doigts qui se mettent, ou des orteils qui se mettent gros comme des saucisses cocktail. D'autres qui vont développer des articulations gonflées, douloureuses, qu'on appelle des arthrites. D'autres encore qui vont avoir, par exemple, des tendinites un peu partout. Et puis d'autres qui vont avoir la colonne, le rachis qui est pris avec beaucoup de raideur, des réveils la nuit à cause des douleurs dans les fesses, des espèces de pseudo-sciatiques, etc. Eh bien, c'est important
qu'effectivement, on réunisse des mêmes phénotypes pour les soigner, parce qu'il est possible que parmi les traitements qu'on a, il y a des traitements qui vont mieux marcher sur les aspects, par exemple, atteintes rachidiennes, d'autres qui vont mieux marcher sur les dactylites, etc., etc. Alors, heureusement qu'on n'est pas obligé d'attendre de tels dégâts. Vous voyez, bon, vous n'êtes pas habitué peut-être à voir des radiographies des mains. Je ne les montre pas trop souvent parce que c'est vraiment quelque chose de... Là, vous voyez, c'est un cas caricatural de rhumatisme psoriasique très mutilant. Voilà les mains qui correspondent aux radios que je viens de vous montrer. Et heureusement, on arrive à faire le diagnostic souvent avant tous ces dégâts. Et il y a une grosse thématique de recherche à l'heure actuelle pour essayer de trouver quels seraient les éléments qui aideraient nos collègues dermatologues très rapidement à essayer d'identifier les patients qu'il faudrait aller envoyer vite chez le rhumatologue pour savoir si oui ou non il y a du rhumatisme psoriasique en plus de l'atteinte cutanée. Et parmi les éléments qui peuvent aider nos collègues dermatologues à se dire peut-être que ce patient-là, il faut que je l'envoie plus vite chez mon collègue rhumatologue, eh bien on sait par exemple que certaines atteintes cutanées, comme celle du cuir chevelu, comme celle des plis inguinaux ou interfessiers, comme le fait qu'il y ait des atteintes inguéales, ou le fait qu'au contraire il y ait plusieurs sites qui sont atteints, eh bien on sait que ça c'est prédictif d'avoir des problèmes potentiellement de rhumatisme psoriasique. Autre bonne nouvelle, je vous rassure, c'est une diapo compliquée que j'ai pris exprès pour vous montrer qu'il y a plusieurs cibles. Notre collègue nous a dit, vous voyez, on a parlé par exemple de nouvelles cibles thérapeutiques. Eh bien, quelque part sur la droite, vous voyez, il y a marqué quelque part JAK. Eh bien, il y a maintenant des traitements qui s'appellent des anti-JAK. Vous voyez qu'il y a le TNF-alpha quelque part. Eh bien, on a des anti-TNF-alpha. Il y a IL-12, IL-23, il y a IL-17. Et tous les traitements qu'on a cités cet après-midi font partie de toutes ces cibles. Et vous voyez qu'il y a encore des pistes. Donc l'avenir, il y a déjà beaucoup de molécules et il y a encore beaucoup de cibles que l'on pourrait, avec la recherche médicale, prévoir pour soigner les gens qui ont du psoriasis et du psoriasis cutané et du rhumatisme psoriatique. Alors on va aborder maintenant la partie sur laquelle on m'a plus spécifiquement demandé d'intervenir, qui est le lien entre le rhumatisme pso, le psoriasis et la sexualité et l'intimité des patients. Alors vous voyez, les médecins, eux, bon, ils essayent, ils n'y arrivent pas tout le temps, mais ils essayent d'écouter les patients et de les écouter pour faire des diagnostics plus vite, pour améliorer leur qualité de vie, pour mieux les prendre en charge. Et puis aussi, de plus en plus, on s'est rendu compte, et c'est particulièrement vrai dans le psoriasis et dans le rhumatisme psoriasique, qu'il ne fallait pas soigner que la peau et les articulations. Vous avez parlé du foie, on a parlé de l'obésité. Il y a beaucoup de comorbidités associées à cette maladie, le psoriasis et le rhume-pso, et pour lesquelles il y a aussi une prise en charge importante. Alors, il y a des patients, heureusement, qui, après toute cette prise en charge, sont satisfaits. C'est souvent la grande majorité des cas, mais on va voir que ce n'est pas tout le temps le cas. Et des fois, les patients ne sont pas satisfaits, soit à juste titre, soit, comme dans cet exemple, pas à juste titre. Bon. Pour autant, les autres moins bonnes nouvelles, on a vu que c'est difficile. Je ne sais plus, il y a des patients qui ont dit on n'arrive pas à voir le médecin, j'ai pas vu le bon médecin. Vous voyez, c'est en anglais, mais bon, on comprend rapidement en regardant ça que l'on regarde les pourcentages de patients qui ont du psoriasis ou ceux qui ont du rhumatisme pso. Ce qu'on comprend en lisant ça, c'est que l'on soit en Europe ou que l'on soit en Amérique du Nord, eh bien finalement, il y a un pourcentage très important de gens qui ont du pso ou qui ont du rhume-pso et qui n'ont pas vu les spécialistes qui sont les principaux acteurs pour leur prise en charge. Pour autant, on sait que les gens, et votre présence ici en témoigne, les gens qui ont du psoriasis souhaitent être informés sur leur maladie et son traitement. Et vous voyez que ça, c'est une étude qui a été menée en fait en Italie. Et dans cette étude, c'est une étude qui a été menée, on peut dire, à l'échelle de la nation. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs centres où des patients ont été interrogés, plusieurs centres en Italie. Et vous voyez que c'est 80 à presque 100% des gens
qui ont une psoriasis, qui souhaitent être informés sur la maladie et sur les traitements. Le problème, c'est que quand on regarde dans les études, vous voyez qu'il y a une demande. On a vu tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, qu'en est-il des médecines alternatives? C'est une vraie préoccupation. Hein. C'est normal que la question ait été posée cet après-midi. Elle est posée régulièrement, chaque fois qu'on fait des réunions avec les patients. Et il y a eu une enquête, je crois savoir, tu as dû y participer, qui montre que les patients ont usage des médecines alternatives, à tort ou à raison. Mais en tout cas, ça veut dire que nous, médecins qui ne sont pas spécialement prescripteurs de médecine alternative, ça veut dire qu'on n'est pas assez bon si finalement les gens ont recours à des médecines alternatives. Et vous voyez que j'ai eu beau vous dire que finalement la décision partagée était théoriquement au cœur de ce qui doit se passer maintenant, vous voyez qu'il y a finalement une minorité de patients qui participent activement dans les décisions médicales qui les concernent, alors qu'il y en a 61% qui souhaitent participer à leur prise en charge. Bon, alors voilà toutes les questions que les patients aiment poser, les conseils éducatifs. Vous avez parlé des cures thermales, par exemple. Il y a des gens qui me demandent, moi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme exercice physique, etc., etc. Alors abordons maintenant cette question de la sexualité. Donc, ça, c'est mon collègue Éric Estève qui aime dire ça. Le psoriasis génital est une localisation rare. Et il a mis plein de points de suspension. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bien sûr, si d'emblée, d'abord, les dermatologues, j'ai appris ça, ça fait 15 ans que je fais grosso modo une consultation spécifique avec mon collègue dermatologue à l'hôpital d'Orléans, et donc j'ai appris que, alors en rhumatologie, je vous rassure, on déshabille aussi un peu les patients, mais pas complètement comme le fait le dermatologue, parce qu'on peut découvrir, y compris sur des zones intimes, eh bien, des lésions précancéreuses qu'il va falloir traiter, ou même des fois des cancers, et donc c'est important de déshabiller les gens, et à l'évidence, si on ne pose pas la question, et si on n'examine pas les régions génitales, eh bien, on va penser que peut-être le psoriasis génital est rare. Or, c'est malheureusement pas le cas. Alors, je vais combattre un peu là pour les rhumatologues. Pourquoi je dis donc les rhumatologues devraient-ils s'intéresser à la sexualité des patients? Et d'abord, pourquoi surtout ce n'est pas le cas actuellement, je peux vous dire. Et le problème, c'est que souvent, et je crois que tu as abordé cette question qui est vraiment intéressante, c'est qu'en fait, souvent, l'objectif du médecin et l'objectif du patient, ce n'est pas forcément le même. Tu nous as dit, voilà, j'avais un patient qui avait 25 sur 30 au DLQI, qui est le questionnaire de qualité de vie du psoriasis. Et puis finalement, moi j'ai eu l'impression de très bien soigner mon patient, et quand il a répondu de nouveau au questionnaire, il avait encore 15. Ce qui est une amélioration, certes, mais qui pour le patient n'est peut-être pas une amélioration suffisante. Et bien le problème, il est là. C'est que quand moi, rhumatologue, je soigne un patient, je vais me dire, ok, je vais essayer de lutter contre l'inflammation articulaire, retirer des arthrites, je vais essayer d'arrêter la progression des lésions. Vous avez vu quels dégâts ça peut faire sur les radios, mais pour le patient, lui, peut-être que ce qu'il va privilégier le plus, c'est plutôt l'amélioration de sa qualité de vie, améliorer son bien-être physique, son bien-être psychique, mais aussi son bien-être sexuel. Et ça, c'est des questions que le médecin ne se pose pas forcément. Alors pourquoi c'est difficile? Déjà, parce que c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de... Déjà, les échelles de qualité de vie, elles sont importantes, hein. C'est sûr qu'elles ne sont pas forcément des fois représentatives très très fortement de la pathologie d'un patient. Mais à l'échelle de population, c'est important que ces échelles existent. Mais pour le moment, il n'existe pas de questionnaire de qualité de vie qui soit typiquement dédié à étudier ces problèmes-là. Et dans le fameux DLQI, sur les 30 questions, il y en a une qui porte sur la sexualité, une et une seule. Et c'est sans doute insuffisant. Mais pour autant, bon, il y a eu quand même des progrès avec l'avènement des biothérapies dont on a parlé. On a beaucoup plus développé des questionnaires. Et vous voyez que dans le domaine de la rhumatologie, on a développé des questionnaires sur la qualité de vie, sur la fatigue, sur l'éducation du patient, mais malheureusement pas encore sur la sexualité des malades. S'il vous plaît. Oui. Est-ce que les questionnaires, justement, sont vraiment représentatifs d'une réalité?
Oui, Je alors- pense à un questionnaire sur la douleur. Oui. On vous fait un barème de l'évolution de votre douleur, Oui. mais ça dépend du jour où on vous le fait, ça Oui. dépend de votre capacité. Toutes les personnes n'ont pas la même capacité à souffrir. On tient compte de ça, madame, et en fait, il faut que vous je veux dire, sachiez que, oui. alors ça c'est une échelle, d'accord, c'est une échelle visuelle souvent qui est utilisée. Il faut savoir que ces échelles ont été extrêmement validées. Il faut que vous compreniez que les questionnaires, là je suis en train d'essayer d'établir avec mon collègue d'Orléans et aussi d'autres experts français, et même on a des contacts avec des experts anglais, pour mettre au point un questionnaire justement sur la sexualité des patients qui ont du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. Je peux vous dire qu'à mon échelle individuelle, ça fait 1 an et demi que j'y travaille et que probablement on aura ce questionnaire validé seulement dans à peu près 1 an et demi. D'accord ? L'association France Psoriasis participe à cette action. Il y a eu plusieurs réunions, comme peuvent l'attester notre collègue ici présente, et je peux vous dire que c'est un vrai travail, qu'il y a une vraie méthodologie. C'est complexe, mais du coup, à la fin, théoriquement, oui, c'est valide. Ça représente à un moment donné. Alors, c'est vrai que la douleur varie, et que d'un instant à un autre, la douleur varie. Mais à un moment donné, en tout cas, quand vous répondez au questionnaire, on vous dit, sur la plupart des questionnaires, on vous dit que le questionnaire répond à une durée de temps précise. On vous dit, voilà, il faut que vous évaluez comment vous étiez pendant soit la semaine précédente, soit pendant les 3 mois précédents. D'accord ? Et après, on est au courant que, bien sûr, la douleur est éminemment variable, qu'il y a des gens qui, pour une même, ce que nous, on se dit, voilà, pour une même arthrite de genou, je vais voir 10 personnes qui ont une arthrite de genou. Il y en a un qui va mettre une échelle à 6 sur la douleur, l'autre qui va mettre 3, l'autre qui va mettre 8. Voilà. Donc on sait, et c'est pour ça que souvent c'est compliqué de valider des échelles, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre une grande quantité de patients pour faire les études. Vous voyez toute l'importance de participer à ce que l'association vous propose. Alors pourquoi le dialogue est si difficile entre les médecins et les patients? Contrainte de temps, alors ça c'est indéniable, hein, et vous devez vous en rendre compte. Les médecins ne sont pas forcément à l'aise pour parler bien sûr des problèmes sexuels, et puis il y a un certain nombre de mes collègues qui sont même carrément réticents et qui se posent des questions. Est-ce que c'est bien leur rôle? Est-ce que c'est bien de leur compétence d'aborder ces domaines avec leurs patients? Et puis du côté des patients, les patients, eux, des fois, comme vous le savez sans doute, malheureusement pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez plus ou moins coupable, vous êtes plus ou moins isolé, vous n'êtes pas comme les autres. Et puis, souvent, quand on vient à la consultation, des fois, on vient avec son conjoint. Et puis, des fois, c'est pas facile d'aborder ce problème quand le conjoint est présent. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de difficultés qui expliquent les choses. Et pourtant, quand on interroge vraiment les patients, et ça a été fait par exemple dans une autre maladie que soignent les rhumatologues qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde, eh bien vous voyez que 7700 polyarthrites rhumatoïdes suite à une enquête faite par l'Association française des polyarthritiques ont répondu au questionnaire, et vous voyez que 51% des personnes qui ont répondu ont dit qu'effectivement leur polyarthrite rhumatoïde avait une influence négative sur leur sexualité. D'autres questionnaires ont été faits également, toujours dans la polyarthrite, par Landar. Encore une fois, vous voyez, 70% influence négative. Et puis, là, on leur a posé la question, est-ce que finalement, cette question a-t-elle été abordée avec un professionnel de santé? Et vous voyez que pour 3/4 d'entre eux, jamais cette question n'a été abordée jusqu'ici. Alors, il y a bien sûr des explications au fait qu'il y a un retentissement. Des explications dans le rhumatisme psoriasique, par exemple, imaginons que vous ayez une arthrite de hanche, eh bien, ou que vous ayez une sacroïlite ou une atteinte rachidienne, eh bien, ça va rendre les rapports sexuels difficiles à cause de la douleur, mais aussi la fatigue. Donc, il a été beaucoup question déjà tout à l'heure, des problèmes de dépression, des problèmes de perte d'estime de soi, et puis il peut y avoir des éléments très spécifiques, comme bien sûr, ça a été déjà évoqué, l'atteinte muqueuse génitale,
qui peut être particulièrement, de ce point de vue, désagréable. Alors la fatigue, voilà, on ne sait pas, malheureusement. Je suis désolé de vous dire, ça c'est une mauvaise nouvelle. Les rhumatologues ne savent pas mieux que les dermatologues soigner la fatigue associée au rhumatisme psoriasique. Et pourtant, il faudrait qu'on essaye de s'en préoccuper, car vous voyez qu'il y a des enquêtes qui ont été faites, hein, ces enquêtes avec plusieurs pays, comme vous le voyez, et la fatigue est classée par les patients qui ont du rhumatisme psoriasique comme la deuxième position d'importance après la douleur. Vous voyez, monsieur, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre d'avoir de la fatigue et d'avoir du rhumatisme psoriasique. Et l'intensité dans ces enquêtes, vous voyez qu'elle est sur les fameuses échelles où on mesure entre 0 et 10, eh bien, elle est en moyenne de 5. D'accord ? Les répercussions, en tout cas du psoriasis sur la vie quotidienne des patients sont bien connues, et vous voyez que les difficultés sexuelles, encore une fois, dans cette étude par le fameux professeur Dubertret dont il a été fait état tout à l'heure, eh bien, dès 2006, il avait été identifié dans l'article qu'il avait publié dans le British Journal of Dermatology, qu'il y avait donc déjà des difficultés sexuelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature sur le sujet? Très peu de choses. Vous voyez, alors, c'est vrai que je n'ai pas refait cette année une enquête très précise. Ça, c'est une enquête que j'avais faite il y a un peu plus d'un an. Mais vous voyez qu'à l'époque, il y avait une seule revue de la littérature. Et quand vous voyez que dans la revue de littérature, on a été capable de sortir que 8 articles, ça veut dire qu'on ne parle vraiment pas beaucoup de ce sujet-là. Vous voyez que dans ces articles, même la présence des lésions génitales et l'atteinte articulaire n'était renseignée qu'une fois sur 2, ce qui n'est pas très bien. Et puis, par contre, il y avait des questionnaires. Le problème, c'est que les questionnaires, ils étaient tous différents. Les hypothèses explicatives, d'ores et déjà, qui sont avancées, on va plus avoir de problèmes sur la sexualité liée au psoriasis et au rhumatisme psoriatique, en fonction, bien sûr, de la sévérité de l'atteinte cutanée, en fonction du retentissement psychologique qu'elle provoque, et puis aussi d'éventuelles difficultés avec son partenaire. Une autre enquête, vous voyez, chez les patients qui avaient du psoriasis modéré à sévère, avec des questionnaires, et vous voyez que là encore, plus de difficultés chez les femmes que chez les hommes, la surface cutanée, l'anxiété, la dépression et les douleurs qui sont au premier plan comme facteurs explicatifs de ces difficultés. Et puis globalement, vous voyez que le psoriasis, c'est surtout la sévérité de l'atteinte, les atteintes génitales, le fait qu'il y ait aussi du rhumatisme psoriasique, la dépression, et puis sans doute d'autres choses encore qui expliquent le retentissement, en particulier sur désir sexuel et libido. Je me suis fait la remarque que libido et désir sexuel, c'était pratiquement peut-être la même chose pour la plupart d'entre vous, mais en fait, si on va chercher un peu plus loin, j'ai écrit libido parce qu'il y a un urologue, sexologue avec lequel on a travaillé qui nous a dit que ce n'était pas exactement la même chose, mais il faut aller remonter à Freud et à Jung pour pouvoir vraiment savoir la différence. Donc je vous passerai de tout ça. Alors voilà, après quand on écoute les femmes, et on a fait notamment des focus group. Un focus group, c'est on réunit des patients qui ont du psoriasis ou du rhumatisme psoriasique, et puis les paroles se libèrent, comme ça a été un peu le cas cet après-midi, et puis on écoute parler les gens, et on note les phrases. Et vous voyez, il y a des gens qui, tout de suite, eh bien, on voit le retentissement, quand on lit ces phrases, que ça peut avoir sur l'intimité et la sexualité, comme cette femme donc, de 54 ans, qui vous dit, voilà, comme cette autre femme de 44 ans, qui nous dit « Cela me fait ressentir que je suis moins attirante sexuellement parce que je ne suis pas l'idéal, je ne suis pas l'image parfaite. » etc. Cet homme de 53 ans qui nous dit « J'en avais autour du sexe, j'en avais dans le bas du dos. Quand j'en avais autour de mon sexe, j'étais tellement embarrassé. » Ou cette femme qui nous dit « Parce que la peau, c'est ce que l'on touche, c'est ce que l'on voit, c'est la perception tactile et sensuelle. Et parce que la sexualité, c'est toute cette alchimie. » Vous voyez, quand on écoute ça, on se dit « Voilà, il y a manifestement un retentissement et il faut qu'on essaye de lutter contre ce retentissement. » Peut-être avec l'aide des médecins et puis aussi en se prenant en charge peut-être avec d'autres spécialistes. Donc on va revoir ce point.
Alors les atteintes cutanées qui semblent impacter le plus dans les quelques études qu'on a vues la sexualité des patients, c'est celles qui sont aussi, j'ai entendu mon collègue dermatologue dire, ce sont celles qui sont aussi considérées comme graves, le visage, les mains, les ongles, donc le psoriasis du cuir chevelu, les jambes, les avant-bras, les organes génitaux, on comprend bien tout ça, bien sûr. Et puis, bon, encore quelques verbatim, mais l'heure est... Oui, non, ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Vous voyez, bon, je ne vais pas citer tout, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez que, voilà, cette personne qui nous dit, notamment la question du moment où on doit se déshabiller, il y a des personnes qui, du coup, se déshabillent dans le noir devant leur partenaire, qui les rejoignent après sous le drap uniquement parce que, voilà, on n'a pas envie de se montrer nu. Quand on a du psoriasis, c'est vraiment ce genre de difficulté qu'il faut essayer de prendre en charge. Bon, voilà, je suis désolé, c'est peut-être considéré que c'est pas très drôle, mais voilà, j'ai essayé, c'était pour faire une transition avec les messieurs, parce que les messieurs aussi ont des troubles sexuels en relation avec le psoriasis. Vous voyez, une étude taïwanaise quand même, avec beaucoup de patients, comme vous pouvez le lire, avec un suivi de 7 ans où on a regardé la survenue de troubles sexuels. Qu'est-ce qu'on voit? 1812 patients ont eu des troubles sexuels. Le risque d'apparition d'un trouble sexuel est 1,27 fois plus élevé que chez les hommes qui n'ont pas de psoriasis. Donc, quand on regarde aussi, vous voyez que chez les plus de 60 ans, le risque est 1,42 fois plus élevé que chez les hommes jeunes. Et regardez pour moi ce qui m'intéresse avec le rhumatisme psoriasique. Le risque de troubles sexuels est 1,78 fois plus élevé chez les patients qui ont en plus du rhumatisme psoriasique. Voilà. Bon. Pardon. Alors la place du rhumatologue dans la sexualité des patients, vous voyez très clairement, 9% des patients sont satisfaits de l'attention donnée à ces problèmes par les professionnels de santé, 43% l'aperçoivent comme insuffisante, et par conséquent, moi je pense que progressivement, mais après c'est affaire de personnes, et on ne peut pas forcer tous les rhumatologues ou tous les dermatologues à aborder vraiment aussi facilement que moi je pense que j'arrive à le faire, d'aborder la sexualité sans tabou, mais avec un grand respect des patients. Je pense que ça devrait faire partie du suivi évolutif des patients qui souffrent d'un rhumatisme inflammatoire chronique, comme c'est le cas dans le rhumatisme psoriasique. Je vous ai montré que malheureusement c'était fréquent, qu'il y a trop peu d'études, très clairement, dans le rhumatisme psoriasique, que probablement ce facteur est sous-estimé, parce que quand vous venez à la consultation, probablement, pour la plupart d'entre vous, peut-être vous n'osez pas les mentionner, et que les médecins, eux non plus, soit ne pensent pas, ou n'osent pas les rechercher, et puis après, peut-être qu'il faut possiblement nous aider en ayant l'occasion de consulter d'autres spécialistes. Peut-être qu'il faut l'aide de sexologues, ou peut-être une prise en charge psychologique. Et en tout cas, moi je pense qu'on devrait analyser les problèmes de qualité de vie dans toutes ses composantes, y compris dans la sexualité, car vous voyez, il y a beaucoup de patients qui attendent que ça aussi, on s'en occupe. Alors, des fois, quand c'est pas facile avec de nouveau le message avec l'éducation thérapeutique, et quand on n'arrive pas bien à en parler avec son médecin, peut-être qu'on peut mieux en parler à un infirmier, à une infirmière, parce que c'est une question d'écoute, c'est une question de temps. C'est parfois même tout simplement dans des relations empathiques qui se créent peut-être plus volontiers dans certaines situations où on a plus de temps avec l'infirmière. C'est peut-être là qu'on peut aider mieux les patients. Et puis je voulais vous remercier de votre attention et moi aussi répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, bonne fin de journée.
j'ai du rhume-saut dans le genou. Et au niveau activité physique, on m'a dit qu'il ne faut pas courir, faire du jogging, tout ça. Est-ce que c'est vrai? Bon, alors, après ça, c'est extrêmement cas dépendant. De façon générale, c'est au moment où vous avez une poussée, c'est-à-dire quand il y a une arthrite, hein, si vous avez un rhumatisme pso et que vous avez mal au genou, il faut vous méfier déjà. Alors, moi, je ne remets pas en question les diagnostics de mes confrères, mais toute personne qui a des douleurs et qui a des douleurs articulaires et qui a un psoriasis cutané n'a pas pour autant un rhumatisme psoriasique. Ça, c'est déjà important à l'entendre. Après, quand le diagnostic de rhumatisme psoriasique est affirmé, ça veut dire qu'on a un rhumatisme inflammatoire chronique avec de l'inflammation. Au moment où on a de l'inflammation, là, on n'a pas spécialement intérêt à aller courir parce que ça va aggraver les symptômes. Peut-être que quand on a de l'inflammation, là, il vaut mieux, par exemple, mettre de la glace, et puis bon, il faut soigner avec les traitements. Sur le long terme, si l'articulation n'est pas abîmée radiologiquement, proposer de faire de l'exercice physique, et y compris la course, n'est pas formellement interdit. Mais au moment où on a la poussée, c'est même une histoire de bon sens. On a mal, et si en plus on fait des activités en charge sur une articulation qui est douloureuse, qui est inflammée, et si en plus elle est déjà abîmée, faire trop d'activités physiques en charge, on ne va pas rendre service. Je ne vais pas pousser, c'est tout le temps. Avec façon ça. Alors après, il faut demander à votre médecin ce qu'il en pense en fonction de ce qu'on voit sur les radiographies. Soit vous avez déjà des dégâts articulaires, et à ce moment-là, peut-être qu'il faut privilégier des activités physiques qui ne vont pas risquer, parce que... il vit avec les gens qu'il étudie, il partage des moments de vie avec eux, et essaie de comprendre à la fois leur représentation et leur pratique. Et bien, c'est ce que depuis le mois de février dernier, donc c'est très récent, le mois de février de cette année, j'ai commencé à faire pour le psoriasis. Alors moi, je ne vais pas vous expliquer ce que je faisais auparavant. Auparavant, je travaillais au Brésil, etc. Donc je faisais mon taf d'anthropologue loin d'ici. Et puis ma